Alors c'est ça que nous promet l'avenir? Une crise climatique, une terre brûlée, des retraites ridicules et un patrimoine toujours aussi peu redistribué? C'est ça que nous promettent nos sociétés? Des lundis bleus de déprime? Travailler jusqu'à la tombe? Des lendemains gris où on ne possède rien, pas même le temps qui passe? Ici, on veut dire non. Non à la grisaille. Non aux dystopies qui s'auto-réalisent. Non aux servantes écarlates. Non aux zombies. Ici, on est en vie. Derrière nous, les paysages apocalyptiques. Ici, on croit au pouvoir des marges. On gueule aux puissants de nous rendre notre joie parce que la joie, ça s'arrache. La joie, c'est un moteur qui nous permet de penser des mondes alternatifs. C'est comme la colère. Mais la joie, c'est aussi un horizon, un objectif. Et c'est ça qu'on veut, pour nous, pour nos enfants, un monde plus joyeux. La joie, c'est refuser la narration horrifique que nous promet le capitalisme. Je suis Kiémis. Bienvenue dans Rends la joie. Aujourd'hui, comme complice de la joie, j'accueille Laurane Safou pour discuter de joie afrofuturiste. Alors, Laurane Safou, tu es une écrivaine prolifique. Tu as déjà écrit 6 livres, du coup. 7 maintenant. Ah oui, déjà 7 déjà. Donc, du coup, 4 bandes dessinées, c'est ça, je me trompe pas? 4. Alors, je pense qu'on va me tirer les oreilles, donc je vais dire 4 albums jeunesse, une bande dessinée et une trilogie afrofuturiste Nos jours brûlés. Est-ce que tu peux en parler, du coup, de la trilogie? Alors, la trilogie Nos jours brûlés, oui. Le tome 3, non. Qui sortira en septembre. Voilà. Voilà, bon, si tu te fais gronder, ce sera pas ma faute. Voilà. Ok, super. Et ce qu'on peut remarquer dans tout ton travail, en fait, c'est une volonté de s'emparer du médium de la littérature, que ce soit dans tes albums jeunesse ou dans ton roman graphique. Il y a cette réaffirmation de la question de représentation. On a des sujets sur le colorisme avec le chemin de Jada, sur la représentation de la variété des cheveux crépus avec comme 1 million de papillons noirs. Et c'est quelque chose qui est assez prégnant, en fait, finalement, dans ton œuvre, même dans Nos jours brûlés. On peut un peu voir la couverture qui est juste là, d'ailleurs. Je peux la montrer si tu veux. Ok. Sentez-le. J'ai tellement souffert pour ce livre, donc voilà. Je la montre. Et tu vois, on voit cette idée un peu de représentation et je pense qu'on va en parler pendant toute l'émission. Mais pour démarrer, j'aimerais qu'on discute ensemble d'une des photos que tu as choisies, parce que c'est ce que je demande à mes invités, c'est de ramener une photo qui incarne pour eux la joie, parfois les joies collectives, parfois des joies individuelles. Et donc du coup, on va voir la photo que tu as choisie. Elle est juste là. Ah, je l'aime tellement. Ouais, elle est trop bien. Moi aussi, je l'adore, cette photo. C'est Toni Morrison, si je ne me trompe pas. C'est ça. Toni Morrison, dans les années 70, lors d'une soirée disco à New York. Et ce que j'aime bien aussi avec cette photo, c'est qu'il y avait parfois, elle est accompagnée d'une légende précisant qu'elle est également, du coup, éditrice chez Random House. Ouais. Et donc, cette espèce de contraste, je crois que la phrase disait, bien qu'elle soit éditrice chez Random House, elle aimait bien faire la fête. Genre, les éditeurs, voilà. Ils n'ont pas le droit, tu vois. Genre. Ouais, je te jure. Oh, ouais, c'est vrai que c'est une de mes photos aussi préférées de Toni Morrison. Est-ce que tu peux un petit peu parler de Toni Morrison brièvement? Alors Toni Morrison, déjà, c'est un peu l'une des autrices qui m'inspire le plus, notamment par son parcours. C'est vrai, c'est-à-dire que donc effectivement, elle est très connue pour avoir été la première femme noire lauréate du prix Nobel de littérature en 1992. Elle est connue pour notamment avoir travaillé sur la représentation des communautés afro-américaines dans la littérature américaine, avec beaucoup de thèmes durs tels que la ségrégation raciale, le racisme, mais aussi la misogynie noire, le sexisme, entre autres. Et surtout, moi, ce qui m'a passionnée, c'est aussi sa trajectoire, parce qu'avant d'être autrice, elle était éditrice. Elle était éditrice chez Random House, qui est l'une des plus prestigieuses maisons d'édition anglophones. Et elle a permis non seulement la publication de grands auteurs tels que Angela Davis, avec son essai Race and Class, c'est parce que
Toni Morrison est allée la chercher, elle s'est battue pour qu'elle soit publiée. Elle a permis la traduction d'auteurs aussi africains en anglais. Donc en fait, voilà, ce travail finalement très militant aussi, en fait, de ne pas se limiter en fait aux communautés afro-américaines, mais bien comment on rend accessible la diaspora dans cette littérature américaine. Et puis enfin, après, elle a écrit son premier livre à 39 ans, ce qui était perçu comme très tard. Alors que c'est ce qui lui a... Et en fait, surtout, là où en fait, on a une image du coup très... belle de la grande Toni Morrison, en fait, dès ses premiers livres, elle se faisait énormément critiquer par la presse et notamment aussi par un lectorat, que ce soit un lectorat noir ou blanc à l'époque, elle n'était pas du tout soutenue. Donc, Et c'est ça qui t'inspire, le fait qu'elle soit pas soutenue? Non, c'est l'adversité. C'est l'adversité d'une personne qui, lorsqu'on lui a annoncé qu'elle a gagné le prix Nobel, elle a raccroché en disant c'est quoi ces bêtises. C'est une blague. Voilà. Donc, j'aime beaucoup sa personne. Ouais, je trouve que c'est super intéressant ce que tu décris. On pourrait vraiment en parler pendant des heures, mais on n'a que 20 minutes. Sur justement cette question de publier à 39 ans, tu vois. Donc, elle n'est pas dans le 30 under 30. Tu vois, genre vraiment cette conception aussi de... Ouais, et puis elle était mère célibataire de 2 enfants. Elle te disait qu'elle écrivait à 4h du matin parce qu'elle savait que ses enfants allaient se réveiller à 7h. Donc, il y a tout ça avec le personnage aussi. Ouais, je comprends. Mais justement, pour revenir sur... l'envie, enfin le désir et disons même la politique en fait de Toni Morrison de parler d'autres récits. On va revenir un petit peu à ce que toi tu as fait. Je trouve que c'est intéressant de trouver de reprendre en fait un petit peu cet espace de la littérature jeunesse pour aborder la question des autres récits. Je me souviens quand Comme un million de papillons noirs est sorti pour la première fois, non surtout pour la deuxième fois, je voyais que tu reliais pas mal de choses et il y avait vraiment aussi beaucoup de parents qui parlaient du fait de oh là là mais je connais pas autant de livres qui parlent de ces questions-là. Pourquoi pour toi c'était important en fait d'investir cet espace de la littérature jeunesse? Alors c'est déjà en fait je suis arrivée vraiment à la littérature jeunesse avec une approche assez critique en tant que lectrice et effectivement donc sur mon blog Mrs Roots où je parle de littérature afro en long et en large, j'avais interrogé des parents noirs sur comment ils faisaient pour trouver des livres pour leurs enfants et ils en trouvaient peu ou pas et donc avoir la possibilité avec Papillon Noir donc qu'on m'a proposé en fait d'écrire c'était finalement faire le livre que moi je n'avais pas vu déjà en tant que lectrice enfant et aussi de faire finalement un livre mettant en fait en avant des communautés afrodescendantes dans un contexte français, humanisé, digne, sans stéréotypes, et même si en fait les moqueries et le thème du harcèlement scolaire et du racisme est abordé en filigrane par les moqueries que Adé en fait reçoit sur ses cheveux, finalement c'est accompagné avec beaucoup de poésie. Donc c'est possible, voilà. Et donc en fait il y avait vraiment je pense qu'il y avait une prise de position à proposer, à montrer que, contrairement à une littérature jeunesse qui va parfois vouloir parler du racisme aux enfants, mais sans dire que, en fait, il y a du racisme. En fait, c'est juste un enfant noir qui se réveille et puis qui se dit, et qui dit, oh, je m'aime pas. Voilà, je ne m'aime pas et on sait pas qui. Non, il y avait une responsabilité collective et c'est possible donc de responsabiliser chacun autour de cette thématique-là, tout en faisant du compte en fait. Et vraiment, c'est le livre qui c'est particulier quand en fait vous faites un livre et les gens vous disent pas forcément un avis sur l'histoire, mais vous disent merci. En fait, merci de nous permettre d'avoir ça pour nos enfants. Merci de nous donner en fait un support qui nous permet d'aborder aussi cette discussion des discriminations à l'école avec nos enfants, parce qu'on n'a pas toujours les mots avec nos parents en tant que parents et que on voudrait qu'il n'ait jamais à rencontrer ça. Donc comment aborder ça avec douceur, comment finalement en fait Papillon Noir ça devient plus vraiment une histoire en fait autour d'Adé qui est triste, mais plutôt de Adé qui aime ses cheveux et qui trouve de la joie dans le fait de pouvoir se comparer en fait aux autres femmes de sa famille. Totalement. Ouais. Et je trouvais ça vachement intéressant justement cette idée de joie, de douceur, de poésie qui commence déjà dès le titre, comme un million de papillons noirs. Est-ce que tu veux parler brièvement un peu de comment tu as trouvé le titre, etc. Ouais, alors sans surprise, Toni Morrison. She's back. I'm sorry. She is back. Elle est partout. Toujours. Non, en fait, c'est Toni Morrison qui comparait du coup l'afro d'un de ses personnages dans le roman Délivrance à l'envol d'un million de papillons noirs. Et je trouvais ça juste magnifique. Mais c'est clair, c'est sublime. Et c'est super intéressant aussi de rappeler cette question
cette volonté de redonner de la dignité, redonner de la joie, c'est un peu le sujet de l'émission, pas seulement, je pense, aux personnes qui ont des enfants noirs ou aux enfants noirs, mais aussi à tous les enfants, finalement. Et cette affirmation qu'à travers l'histoire d'Adé, on parle de tout le monde, en fait. C'est ça. Parce que ce que je notais aussi, et d'ailleurs, pas que dans Comme un million de papillons noirs, on parle beaucoup de celui-là, mais même dans Le chemin de Jada, etc., c'est vraiment cette position de, à travers ses yeux, à travers les marges, on raconte l'universel et ça touche tout le monde. C'est ça. Vois complètement. Et c'est pour ça que la réception de Papillon Noir, elle était complètement différente entre les adultes et les enfants. Il était objecté en fait à ce livre le fait que quelqu'un qui n'est pas noir ne pouvait pas s'identifier, etc., etc. Voilà, communautariste, voilà, genre cette espèce de comme si le livre allait se désintégrer entre les mains de personnes qui n'étaient pas noires. Ouais. Donc voilà, c'est autant en fait de toutes ces idées préconçues, il y avait juste l'expérience d'une lecture en fait que les enfants savent garder et avoir et que l'on doit encore rappeler aux adultes aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'exemple que je donne à chaque fois, c'est celui d'un petit garçon blanc qui a essayé de refaire l'attaché foulard de Adé. Ouais. Donc là, même sur la question du genre, on va dire non mais c'est un garçon, c'est un livre pour une fille ou je sais pas quoi. Là encore, finalement, on a juste la preuve que tous les visages sont en fait porteurs d'universel et que dès lors que on se met des barrières, on n'aura pas justement la capacité finalement à juste se satisfaire d'une histoire. Tout à fait. Et puis je trouve que c'est aussi c'est considérer vraiment les lecteurs. Enfin, c'est penser que les lecteurs, ils n'ont pas d'ambition, en fait. C'est ça. Enfin, je trouve ça vachement méprisant aussi. Et surtout, pas de curiosité, en fait. Ouais, qui est un peu la base de la littérature et de la lecture, en fait. C'est clair. Mais je trouve que c'est intéressant parce que, tu vois, en ce moment, il y a toute une controverse sur tout ce qui est les sensitivity readers, tu vois, ces consultants auxquels certaines maisons d'édition font appel pour, justement... être conseillé sur les questions de représentativité et il y a vraiment un gros débat en ce moment sur les sensitivity readers. En tout cas, certains artistes considèrent que les sensitivity readers seraient une menace en fait de censure et de restriction de la liberté d'expression et de création des auteurs. Voilà, donc voilà, il y a les nouveaux censeurs. Et qu'est-ce que toi t'en penses en fait? Parce que au-delà du fait que tu es autrice, tu as fait tout un travail avec tu as fait tout un travail avec l'Afrolab, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces critiques sur la potentielle censure des sensitivity readers? Je pense qu'en fait, c'est quand même une exception française d'être capable de détourner ce qui est en fait un service, comme on ferait appel à un prestataire, et de le transformer en une sorte de débat où ce serait un pouvoir qui empêcherait en fait les auteurs ou même les éditeurs de sortir le livre. Pas du tout en fait, parce que dès lors que vous ne faites pas appel à un relecteur sensible, rien ne va se passer. Donc j'aimerais avoir autant de pouvoir, mais je n'en ai pas. Et surtout, je ne comprendrai jamais que finalement dans ce débat autour de la censure, ce qu'on plaide, c'est on a le droit en fait de faire des œuvres avec des situations racistes, sexistes, grossophobes, etc. En fait, en quoi c'est un critère d'originalité essentiel en fait à une histoire? Je ne comprends pas. Et donc oui, je pense voilà qu'on assiste en fait à une sorte de panique, de panique au même titre que ce qu'on va voir autour du wokisme. C'est un peu la même. Voilà, où en fait on sort de quelque chose de très pragmatique qui est si vous n'allez pas avoir un relecteur sensible pour avoir son avis, en fait, il va rien bloquer de votre... Enfin, vous continuerez votre vie, en fait. Donc, la question, c'est aujourd'hui, pourquoi c'est important pour vous d'avoir le droit d'avoir une littérature qui soit excluante? Je trouve que c'est intéressant parce que vraiment, ce débat-là, il est vraiment porté sur la liberté de création et la joie, en fait, de création qui serait... censurée ou limitée par les sensitivity readers. Je pourrais faire aussi une tira là-dessus. Ouais, mais je pense que là encore, en fait, c'est comme si on voulait... et je sais qu'il y a cette idée en France, mais c'est comme si on voulait nous faire croire que la liberté créative nous enlève toute responsabilité dans ce que l'on crée. Or, on s'adresse à des gens, et je ne vois pas en quoi proposer une histoire qui va justement dénigrer quelqu'un
un enjeu en fait scénaristique dans l'histoire en fait. Et en fait là encore ma responsabilité, admettons je veux juste écrire une scène raciste parce que ça existe le racisme, mais en fait ma responsabilité c'est de le montrer sans montrer que c'est ok comme situation et donc responsabiliser aussi l'histoire que je transmets et la manière dont je le présente. Donc ouais, je pense que il y a un moment où il faut qu'on ait un peu cette humilité de reconnaître que le travail en fait d'artiste, c'est aussi se remettre en question. Et alors, pour changer totalement de sujet, et parce qu'on arrive aussi à la fin de l'émission, je voulais te poser la dernière question, qui est, enfin l'avant-dernière question, disons, qui est comment toi, en tant qu'artiste, tu maintiens cette joie de créer ? Qu'est-ce qui te rend optimiste un peu pour l'avenir des littérations jeunesse ? C'est une très longue, une belle question, mais on a genre 1 minute. C'est terrible. Allez 2. On me dit à l'oreillette, allez 2. Non, mais en fait, je pense que ce qui me donne vraiment de la joie, c'est toujours d'aller chercher vers ce que je ne sais pas, ce que je ne connais pas. C'est-à-dire que ce soit pour Nos Jours Brûlés, je me suis toujours dit jamais j'écrirai encore moins une trilogie fantasy parce que je ne voyais pas comment faire un monde. Et finalement, ça a commencé avec un personnage vivant au Sénégal, à un moment où j'ai découvert le Sénégal, etc. Ma bande dessinée, pareil, je me suis jamais dit que j'allais faire de la bande dessinée, et surtout, je me suis toujours dit que je n'écrirais jamais une histoire qui se passe à Paris. Et résultat, tout le bouquin se déroule à Paris. Tu peux en parler, enfin, tu peux mentionner... Ouais, Amour croisé, donc bande dessinée que j'ai fait avec Camélia Blando. Donc en fait, je pense qu'il y a une curiosité qui me donne de la joie. C'est-à-dire avoir revenir vraiment à cette position où je découvre quelque chose. Et la découverte, c'est extrêmement beau. Faut pas avoir peur d'être ébranlé. Ouais. Faut pas avoir peur d'être ébranlé. Et en même temps, je pense que c'est ça qui nous ramène finalement à une position de lecteur, même quand tu, du coup, es auteur. Même quand tu crées. Ouais, même quand tu crées. Trop bien. Trop bien. Avant de nous quitter, j'avais une petite question à te poser. J'aimerais que tu nous donnes 1 ou 2 recommandations culturelles joyeuses. Qu'est-ce que tu conseilles comme film, comme série, comme livre, comme album de musique à nos éco-anxieux, nos fanas du cataclysme, nos accros des dystopies pour un peu les sevrer? Oh, waouh! J'avais des recommandations, mais sur la joie. Un peu joyeuse, quoi. Un peu joyeuse. C'est égoïste parce qu'en fait, j'en peux plus des dystopies. J'en peux plus. HBO, stop les dystopies. Je pense déjà le dernier album de Mélissa Lavo, parce que je trouve qu'il a une douceur et en fait surtout je trouve qu'il nous fait voyager et je dis pas ça dans un truc très exotique voilà. Mais vraiment, voilà. Donc cadrons. Je te jure. Ouais, donc déjà je dirais le dernier album de Mélissa Lavo, je le recommande enfin voilà. Et côté livre, je lis beaucoup en fait de dystopie en ce moment, donc c'est un peu dur de recommander, mais tu trouves de la joie? Ouais, je dirais alors le dernier livre de Jules Delporte, Corps vivante, qui est en fait qui ébranle, vraiment qui ébranle, mais quand j'ai fermé ce livre, j'étais heureuse qu'il existe en fait. Donc c'est une joie. C'est une joie comme une autre, même si donc la lecture n'est pas quelque chose, c'est pas drôle, il y a pas d'humour, etc. Mais je trouve que c'est vraiment une lecture qui ne laisse pas indemne. Et je trouve ça beau, parce qu'elle ce rapport. En fait, ça nous renvoie à soi comme lecture. Donc, merci à toi, Laura, d'être venue et d'avoir répondu à mes questions. Merci pour cette belle discussion. Nous nous retrouvons dans 2 semaines avec comme invité Mélissa Lavo. Ah bah ça tombe. Alors la joie, elle est à qui? Ouais. Elle est à nous. Elle est à nous. Merci, Laura. Merci, Kélis.